Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année. Bonne année à vous, je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. J'espère que ça va être une belle année, une année rigolote, sympa, un peu plus légère que les deux précédentes si possible. Et du coup pour démarrer l'année, on va parler comme d'habitude de mode et de féminisme, parce que finalement c'est un peu le mantra de cette chaîne. Et notamment de deux campagnes Saint-Laurent. Une qui date de 2017 et une qui date de 2020, qui ont toutes les deux été décriées pour sexisme. D'abord, je vais vous exposer les faits en une rapide intro, pas très intéressante, mais bon, faut bien quand même savoir de quoi on parle. Ensuite, on va parler de l'héritage de ces deux campagnes en termes artistiques. Après, on va parler de la provocation, qui est finalement l'ADN de la maison Yves Saint Laurent. Et enfin, dans un troisième temps, on va interroger cette accusation de sexisme au vu d'une hypocrisie sociale et d'une potentielle expression artistique. Est-ce que ça tient ou pas comme justification? Nous allons le découvrir tout de suite. Alors on va parler de deux campagnes comme je l'ai dit. La première c'est une campagne qui date de 2017 avec des mannequins qui portent des patins à roulettes et des collants résille qui avait fait complètement fureur sur les réseaux sociaux jusqu'à la création d'un hashtag. Et puis la dernière en date c'est une campagne de 2020 qui a été photographiée par Jürgen Teller et qui a été jugée par une association féministe française qui s'appelle les Chiennes de Garde comme étant humiliante et dégradante. Et il y a même une maître de conférence en sciences sociales qui s'appelle Margot qui a porté plainte contre cette campagne-là. En fait, ce qui est en cause dans cette campagne de 2020, c'est les corps moulés dans du latex des mannequins qui sont dans des positions totalement passives de soumission sexuelle et qui peut-être induisent l'inconscience ou l'endormissement. Forcément, ça fait référence à potentiellement à une agression sexuelle ou bien à du viol. Leurs visages en plus ne sont pas montrés. Quiconque qui passe dans la rue et qui est confronté à une affiche de cette campagne-là, il est mis d'office dans la position de voyeur ou bien pire de prédateur en fait. L'association Chiennes de Garde a affirmé pendant la séance de délibération du jury que, je cite, « Ces images constituent ainsi une violence psychologique et un affront aux quelques 94 000 femmes qui se déclarent victimes de viol chaque année. » Le jury a déclaré que cette plainte était seulement partiellement fondée et que même si on peut reconnaître le caractère fondamentalement sexiste et objectifiant de la femme dans ces images-là, ces images n'encouragent pas pour autant, je cite, des comportements de prédation sexuelle et ne suggèrent ni ne banalisent la violence dans des conditions contraires. D'où viennent ces images? Parce qu'elles sont forcément le produit d'une histoire à la fois sociale et artistique. On va le voir maintenant. Selon moi, ces images, elles se portent dans la ligne de continuité de ce qu'on a appelé le mouvement du porno chic. Un mouvement qui est né à la fin des années 90 et ce qui a pris toute son ampleur au début des années 2000 avec Tom Ford lorsqu'il est devenu directeur artistique de la maison Gucci en 1999. Et il a beaucoup collaboré aussi avec Karine Roifeld qui à l'époque était éditrice en chef de Vogue Paris. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que le porno chic, on va s'appuyer d'une campagne, une des plus connues et qui pour moi exemplifie au mieux tous les tenants et aboutissants de ce mouvement-là. C'est la campagne Gucci, photographiée en 2003, qui est une campagne qui a été photographiée par Mario Testino et la styliste était Karine Roifeld, donc l'équipe de Choc. Et il y a sur une image, je peux pas vous la passer là sinon je vais me faire bannir de YouTube, mais vous irez chercher sur internet, vous allez la trouver très facilement. C'est une image où on voit juste les jambes d'une femme et en fait elle a son pubis au milieu de l'image qui est épilé avec un G comme ça. Cette image, elle est assez réminiscente de l'image qui a été décriée de la campagne Saint-Laurent printemps-été 2017 avec les rollers. C'est parce que l'entrejambe est le focus de l'image et qu'on voit pas le visage de la femme. Le porno chic, du coup, comment est-ce qu'on peut le définir? D'abord, c'est un mouvement qui reprend tous les codes esthétiques de la pornographie, avec notamment l'obsession du détail, une image léchée, la proximité de l'organe génital féminin, notamment dans cette image dont je viens de vous parler, la promiscuité du regard aussi. On est dans une mise en scène du réel qui est totalement expurgée de la réalité, avec des corps qui sont robotisés, prêts à l'emploi, un acte sexuel qui est mécanique. On va montrer vraiment une performance plus que quelque chose d'organique et de réel.
Le rôle de la femme dans cette image, dans cette campagne, dans ces images de porno chic de manière plus globale, eh bien c'est un rôle de docilité, c'est un rôle qui reprend tous les codes du patriarcat parce que son corps est prêt à l'emploi, il est prêt à l'utilisation, et on pourrait se dire que son sexe, qui est ainsi dénudé, qui est en full view, il peut être libéré, et que ça peut être une espèce de forme de libération de la sexualité et notamment de l'orgasme féminin, parce que sur le pubis, c'est un G comme Gucci, mais aussi comme le point G, donc il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu. Mais non, en fait, il y a la nécessité d'un homme pour activer le plaisir de la femme. Puis cette épilation totalement intégrale ou quasi intégrale, ça renvoie à la haine de la faiblesse des corps qu'entretient la mode et dont parle beaucoup Mona Chollet dans Beauté Fatale, mais aussi et surtout Naomi Wolf dans The Beauty Myth. Le corps féminin doit toujours être un corps dominé, un corps qui ne se laisse pas aller, un corps sur lequel on a une main mise. Et donc, comme je vous le disais, on pourrait croire que c'est une ode au plaisir féminin, à la jouissance des femmes. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce que ce sexe, il est sur le point d'être activé par l'homme qui s'abaisse à son niveau. Il demeure le jouet de l'homme, il est captif, notamment parce qu'il n'y a pas l'identité de la femme derrière. C'est qu'un sexe parmi tant d'autres finalement. Donc l'homme a la permission de toucher ce sexe, de l'activer, de jouer avec, de le voir, de le juger aussi, alors que la femme, elle peut pas négocier sa propre subjectivité vu qu'elle est absente. Elle est littéralement décapitée par le cadrage de la photo. Du coup, elle est prise au piège. Le porno chic a donné lieu à une stratégie de communication qui est aujourd'hui monnaie courante en réalité, et qui se base sur le shockvertising. La valeur ajoutée, ça va être l'idée dans la campagne, l'avant-garde. Davantage que le produit même. Dans cette campagne Gucci, plutôt que les vêtements, on va retenir le pubis épilé en forme de G. Gucci, de cette sorte, devient la promesse d'une jouissance à la fois physique et matérielle, et le plaisir féminin dans ce contexte-là est atrophié au mannequin et revient à la marque. Le shockvertising, c'est une stratégie commerciale qui vise à choquer le public par l'impact d'images graphiques et donc à créer de l'émotion, une émotion forte. Le sexe et la violence sont des outils hyper important pour le shockvertising parce que ce sont deux ressorts qui vont permettre de ne pas laisser indifférent. Souvent les tabous vont être associés au sexe et à la violence, notamment le viol, la drogue, la religion, la mort, etc. pour assurer un effet d'autant plus fort. En tout cas, une constante demeure, c'est le corps féminin, le corps des femmes nues ou à moitié nues. Donc le corps féminin nu représente une valeur marchande non négociable dans ces pubs-là parce que la valeur marchande d'un objet de luxe est quasi nulle. Un rouge à lèvres Chanel ou même une voiture, la joaillerie, le parfum, etc. Tout ça, c'est la manière dont on le présente de par le packaging, de par le storytelling derrière, que ça va devenir un objet intéressant, un objet luxueux, un objet digne de l'attention du public. On va créer une narration autour d'un objet dont personne n'a besoin pour vendre du rêve. Gucci, à travers cette photo, permet de capter l'attention du consommateur qui va se dire que finalement c'est Gucci qui est acteur de son fantasme et que son fantasme ne pourra s'exercer qu'à travers Gucci. Donc on voit très bien que ces images de porno chic ont finalement une qualité subversive quasi nulle parce qu'elles reprennent simplement un imaginaire commun qui est déjà là, qui est déjà existant dans la pornographie, dans le patriarcat selon lequel la femme est un objet. La sexualité est totalement conventionnelle dans ces images-là. Donc finalement, elles choquent et à la fois elles relaient des normes auxquelles on est complètement habitué et qui ne sont pas du tout transgressives. C'est ça qui est fou. Pourtant, toutes les images du porno chic ne relaient pas ces codes et ces valeurs-là. Il y a des images du porno chic qui, au contraire, ont permis vraiment de transgresser les normes et de montrer quelque chose de véritablement choquant, montrer une sexualité de manière différente. C'est notamment le cas de l'album de Madonna qui s'appelle Sex et qui a été photographié par Steven Meisel, sorti en 93 il me semble. C'est un album de photos où il y a aussi des écrits, des contes
érotique qui va beaucoup mettre en scène les sexualités BDSM. Ce sont des photographies qui ont un vrai caractère subversif parce qu'elles permettent une autre narration de la sexualité et ça permet justement de faire exploser l'ordre établi. Dans ces images-là, il y a quelque chose d'autre qui se dégage et ça c'est pour moi très original. La tendance du porno chic, c'est une tendance qui a été très circonscrite en termes de temporalité, hein, ça a duré même pas 10 ans et on pourrait dire qu'aujourd'hui, au vu du tournant féministe qu'a pris la mode, faire de telles images aujourd'hui, ça serait impossible. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas parce que ces deux campagnes Saint Laurent dont je vous parle, elles ont quelque chose du porno chic, on le voit très clairement. Ces spots publicitaires jouent avec cette ambiguïté de manière peut-être pas autant frontale que les pubs Gucci, mais d'une manière qui est quand même encore dérangeante. Pourquoi est-ce que ça dérange encore et est-ce que c'est efficace? Posons-nous la question. Yves Saint Laurent a ouvert sa maison en association avec Pierre Berger en 1962. Il a d'office cartonné, il a très vite réinventé le vestiaire féminin en jouant notamment sur l'androgynie avec le premier smoking qui est apparu dans une collection en 1966. Donc voilà, très vite il a eu ce caractère subversif, mais je pense que la vraie collection du scandale d'Yves Saint Laurent, c'est la collection haute couture du 29 janvier 1971. C'est une collection qui a été surnommée Libération et qui a été interprétée par le public et par la presse comme une référence à l'occupation lors des années 40. Saint Laurent ne donnait jamais de titre à ses collections, du coup Libération c'est quelque chose qui a été fait a posteriori et surtout cette référence selon lui est totalement fausse. Il y avait ses amis au premier rang, Paloma Picasso, Loulou de la Falaise, Betty Catroux, Marissa Berenson, etc. qui sont des jeunes nanas de 20 ans, une vingtaine d'années et qui n'ont rien à voir avec la bourgeoisie de l'époque parce que elles ont un style très rétro, un style très vintage, elles vont faire les friperies, elles chinent au marché aux puces, etc. Et surtout elles portent déjà des mini-jupes, des mini-robes, des talons compensés, enfin bref. Leur style fait déjà grincer des dents. Ces muses-là, elles inspirent Saint Laurent en 1971 parce qu'elles permettent d'appréhender la mode d'une nouvelle manière qui est aux antipodes de l'élégance un peu guindée / coincée des journalistes et des acheteuses qui appartiennent au monde d'avant, hein, il faut le dire. Parce que cette mode du rétro, c'est complètement nouveau en fait. Par exemple, Lou de la Falaise, elle va chiner aux puces de Saint-Ouen toutes ses pièces. On trouve des pièces des années 20, des années 30, des années 40 et on va tout mélanger, tout porter ensemble dans une espèce d'hétérogénéité stylistique qui est totalement fabuleuse. C'est une approche de la mode comme un déguisement avec beaucoup d'humour, beaucoup de jeu, beaucoup de liberté et Saint Laurent il est hyper inspiré par ça. Cette collection elle est faite de 80 modèles ultra glamour qui ont des inspirations très hétéroclites et qui vont briser l'académisme de la mode qui est encore de vigueur à l'époque. Il y a notamment un manteau brodé de lèvres rouges, ça c'est une influence directe du surréalisme de Schiaparelli. Et puis il y a plein de silhouettes avec des patterns et camouflages, des surplus militaires, il y a un manteau en renard vert vif ultra court, des mini-robes très courtes aussi, des épaules très carrées, enfin il y a beaucoup de caractère. C'est un espèce de joyeux mélange de plein de choses différentes et finalement ça marche. C'est une collection qui fait scandale parce qu'elle ouvre un nouvel âge de la mode. Gabrielle Chanel est morte 3 semaines avant le défilé et avec elle est enterrée une vieille conception de la mode un peu guindée, une vision assez aristocratique de la beauté et de ce qui est chic, de la parisienne aussi. La haute couture parisienne au début des années 70, c'est la cata, elle est au plus mal parce que les journalistes s'intéressent davantage à ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis avec notamment Ralph Lauren. Et parce qu'il y a aussi le prêt-à-porter, l'émergence du prêt-à-porter qui va faire que plein de maisons de haute couture vont mettre clé sous le paillasson, clé sous la porte, notamment Balenciaga en 1968. La haute couture maintenant au début des années 70, c'est Cardin et Courrèges. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait. C'est vraiment les deux stylistes à la mode qui sont très futuristes, très avant-gardistes, avec des coupes très futuristes. Et YSL, à contrario de Cardin et de Courrèges, il va jouer sur le côté rétro, sur ce côté vintage où il mélange plein d'époques,
avec un twist bien sûr très contemporain. Saint Laurent il est très influencé par Andy Warhol qui va beaucoup l'impacter sur sa vision du styliste. Il va se dire pourquoi est-ce que le styliste ça pourrait pas lui aussi être une figure star. Et c'est Saint Laurent qui va créer cette première figure du styliste star sur laquelle va vibrer par la suite Karl Lagerfeld. La presse bien sûr ne comprend rien et va se déchaîner contre Saint Laurent, vraiment c'est hyper violent, en disant que c'est une mode fasciste, une mode qui est nostalgique d'un moment de l'histoire qu'on préférerait tous oublier, etc. Bref, la critique passe à côté de la collection. Mais les clientes aussi, les clientes et le public hyper bourgeois voient ces robes super courtes et disent que c'est des robes de tepu quoi, grosso modo. Et ce qui est pire, c'est que Saint Laurent, il va pas du tout chercher à brosser dans le sens du poil ses clientes, au contraire, il va dire mais moi je m'en fous que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ce qui me tient à cœur, c'est que ça plaise aux jeunes filles qui n'ont pas connu les années 40 et qui auraient aimé porter cette collection. Justement en 71, un autre scandale, Saint Laurent est inarrêtable, il se fait photographier par Jean-Louis Sif pour le lancement de son premier parfum masculin qui s'appelle Pour Homme. Et il se fait photographier complètement nu. C'est une photographie qui est iconique, je pense qu'aujourd'hui tout le monde la connaît, enfin tous les fashion en tout cas. Et ce qui a beaucoup gêné, c'est justement qu'ils se mettent en avant pour faire la promotion de son parfum. Cette espèce d'égocentrisme selon lequel le produit Saint Laurent est associé à son créateur. Et à ce sujet, Bernard Pivot dit, je cite, « L'irritation ne provient-elle pas avant tout de l'audace d'Yves Saint Laurent ? Qu'un inconnu fasse de l'exhibitionnisme pour gagner sa vie, c'est plus désolant que révoltant. Qu'une personnalité n'hésite pas à faire du striptease pour vendre un produit, il y a comme une provocation cynique. Il est sa propre muse et son image suffit à faire vendre, à véhiculer une image de marque tant elle est associée à des valeurs transgressives, à des valeurs libérales, des valeurs glamour auxquelles tout le monde a envie de s'associer, en tout cas la jeunesse quoi. Bref voilà, donc on comprend que la maison Yves Saint Laurent, aujourd'hui Saint Laurent, tourne au scandale. C'est un peu le suc, l'ADN de la maison et c'est pas forcément étonnant que ces deux campagnes là aient joué sur ce caractère là. Maintenant il faut se poser la question de à quel point est-ce qu'on peut condamner ça. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces campagnes? Est-ce que c'est normal et souhaitable de les condamner? Est-ce que au contraire ça démontre pas une forme d'hypocrisie? Est-ce qu'on devrait pas laisser à tout art sa liberté de s'exercer, etc. Bref, on va un peu essayer de démêler toutes ces questions-là. Déjà, je pense que vous l'avez compris, moi ce que je condamne dans ces campagnes, c'est vraiment cette espèce d'héritage finalement assez unilatéral et assez premier degré du porno chic. Et moi je trouve ça assez triste de se rendre compte que 20 ans après l'avènement du porno chic, la typologie d'image qui nous fait toujours grincer des dents, qui est toujours utilisée comme ressort choc pour des campagnes de mode, bah ça soit toujours la même en fait. Et que on l'a vu, la maison Saint Laurent a fait du scandale son ADN et ça c'est totalement ok, c'est bien parce que dans le scandale il y a un effet choc bien sûr, mais c'est aussi souvent la dénonciation de quelque chose. Et j'ai l'impression que dans ce que je viens de vous démontrer dans l'histoire de Saint Laurent, il y avait quand même un fond derrière, il y avait quelque chose qui se dynamitait en fait. C'était toujours l'avènement d'un nouveau truc. Et là, ces campagnes, bah, elles initient rien de nouveau en fait, elles rejouent des codes. Et c'est ça qui me rend aussi un peu triste et ce qui m'ennuie parce que ça montre que la mode a finalement peu d'imagination quant à ce qui pourrait choquer, quant à ce qui pourrait avoir un caractère perturbateur en fait. À ce propos, il y a Serge Carrera qui est un maître de conférence à Sciences Po qui a dit dans une interview à Libération que je vous montrerai en barre d'infos qui est assez intéressante, je cite, « L'idée de provoquer est dans l'essence même de la maison Saint Laurent. Ce visuel s'inscrit dans cet héritage d'une femme qui se veut forte, qui s'assume et est dans une forme de séduction. La différence réside dans l'évolution du décodage des images. Ce qui pouvait être des références perçues comme des expressions d'émancipation, notamment à travers le fait de sexualiser, sont aujourd'hui considérées comme des représentations dévalorisantes de la condition féminine et d'une forme de soumission de la femme. Il y a un changement de perspective. » Donc en fait, ce qui change, c'est ce basculement de perception qui est à l'œuvre depuis MeToo en fait, et qui nous a poussé en tant que consommateurs, en tant que spectateurs, en tant que récepteurs de ces images de pub, à nous interroger plus sur les rapports de genre qui sont à l'œuvre dans les publicités. Il y a un grand paradoxe qu'il faut quand même souligner, c'est que on n'a jamais été autant saturé d'images pornographiques qu'aujourd'hui. C'est assez étonnant qu'on puisse
faire un scandale sur une pub Saint-Laurent alors qu'il y a du sexe partout. Et ça montre non seulement une forme de puritanité, qui est bizarre, et à la fois ça montre une forme d'hypocrisie de Saint-Laurent c'est pas bien, mais finalement on va pas essayer de le traiter comme étant la surface visible de l'iceberg et comme étant un problème social de fond. Ce qui est compliqué à gérer, je trouve, c'est que déjà dans la mode, le vêtement il a toujours un caractère sensuel, mais au sens vraiment étymologique. Le vêtement, il est toujours sur la peau, il va toujours jouer sur l'ambiguïté entre ce qui est montré et ce qui est caché. Donc il y a toujours une dimension érotique dans le vêtement et une dimension aussi de séduction. Donc il y a forcément un discours de la mode sur la sexualité qui passe aussi par la création d'images de pub. Mais tous les rapports de séduction n'ont pas, selon moi, à être sexualisés. Et s'ils le sont, sexualisés, eh bien, ils n'ont pas à l'être selon ces codes pornographiques en tout cas, parce que ça n'a rien de subversif comme on l'a vu. Il y a aussi la dimension artistique qui fait que la condamnation moraliste est difficile à faire passer parce que ces pubs, notamment la campagne 2020, a été réalisée par un photographe qui s'appelle Jürgen Teller. C'est un photographe allemand qui est très réputé pour son style un peu trash. Son style qui va aux antipodes du glamour de la mode et qui est au contraire très frontal, très brutal presque. Il y a très peu de retouches. Il y a une dimension quand même déjà dans la photographie de cet artiste-là qui instinctivement met un peu mal à l'aise. Il faut savoir aussi que c'est un photographe qui a participé à l'avènement d'un mouvement dans les années 90 qui s'appelle le mouvement héroïne chic. Le mouvement héroïne chic, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui a pris tout son sens lorsque en Europe mais aussi aux États-Unis, la jeunesse s'est un peu éprise de l'héroïne et a commencé à en consommer en masse. Et du coup il y a eu toute une typologie d'images avec des mannequins très jeunes, notamment Jamie King, qui étaient photographiés dans des situations de maigreur extrême, avec des yeux très cernés, enfin quelque chose d'un peu glauque, et Jürgen Teller a fait partie de ce mouvement-là. Du coup déjà, en faisant le choix de caster Jürgen Teller pour une campagne Saint-Laurent, on pouvait s'attendre qu'à quelque chose qui allait déranger. C'est pour ça que je trouve ça compliqué d'émettre un jugement, une condamnation d'ordre moral sur ces images qui ont une part artistique aussi importante. Bien sûr, la visée première de ces images qui sont de la pub, c'est de vendre, c'est une visée commerciale, ça il faut pas l'oublier. Mais il y a dans la pub de mode et dans la pub de luxe quand même une portée artistique qui rend difficilement condamnable d'un point de vue moral les mises en scène qui vont y être en jeu en fait. Serge Carrera il affirme aussi que depuis les deux crises de 2008 et de 2010, il y a une manière différente d'utiliser la pub pour le luxe. Jusqu'alors, il y avait quelque chose de l'ordre du fast, c'était très fastueux comme ces pubs de Gucci à l'ère Tom Ford, etc. Et en fait avec ces crises, le luxe a voulu se montrer pérenne. Le luxe a voulu montrer que c'était un investissement sur le long terme, qu'il fallait placer son argent dans des sacs, dans des pièces de haute couture, etc. Et donc il y a une mise en valeur beaucoup plus sur l'artisanat que sur le côté glamour. Il y a beaucoup de maisons qui vont avoir recours à une publicité beaucoup plus sage de ce fait, et une publicité qui est beaucoup plus intellectuelle, notamment la maison Louis V, qui a des pubs très conceptuelles. La question que la mode doit toujours se poser, et je pense que c'est une question qui est vraiment centrale, c'est comment est-ce que, en montrant les corps, forcément, elle peut montrer le sexe, elle peut montrer la sexualité, en mettant en place une narration qui soit différente de celle dont on a l'habitude finalement. Et c'est pas montrer la sexualité de manière lisse, on peut totalement par la mode monter la sexualité de manière trash, de manière dérangeante, comme l'a fait Madonna par exemple, mais sans participer à la culture du viol. Ça c'est une vraie question que la mode doit se poser et avec laquelle il faut commencer en réalité, parce que l'histoire de la mode c'est l'histoire du corps, c'est l'histoire de la nudité, et donc de la séduction aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain article. Gros bisous!